Bonjour à tous. En aparté, on évoquait tout à l'heure la création de l'accélérateur. Nous, on faisait partie du premier comité. Donc, on a été sélectionné à l'époque, en 2018. Et donc, merci de nous réinviter pour vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, nous, on est toujours sur la notion de chantier connecté chez 442. Concrètement, on a des capteurs qu'on met sur les ressources clés du chantier. Ces capteurs, ils nous permettent de, par exemple, géolocaliser de manière extrêmement précise les engins. Et cette donnée, elle remonte en temps réel sur une plateforme web, sur notre site web, qui va analyser la donnée en temps réel, où on va pouvoir aussi agréger des règles de sécurité, par exemple. Donc notamment, si jamais un engin se rapproche trop près d'un autre engin en mouvement, alors je veux qu'une alerte soit donnée au conducteur des engins. C'est ce qu'on appelle, nous, le jumeau numérique temps réel. Et donc qui nous permet de renvoyer sur le terrain donc des alertes, comme je le disais, de faire de l'aide à la conduite et qui nous permet de créer de l'information. RTK42, c'est le capteur qu'on va voir sur les deux projets qu'on va évoquer. C'est le capteur de géolocalisation centimétrique qu'on a développé, qui s'installe en moins de 5 minutes sur n'importe quel engin et qui est sur batterie, donc autonome pendant une semaine en énergie, et qui nous permet donc de faire de l'anticollision engin-engin. C'est ce pourquoi à la base on l'avait développé. Donc on peut utiliser par exemple pour gérer les coactivités entre grues mobiles et grues à tour, c'est ce qui est fait sur Porte-Maillot. Sur une gare du Grand Paris avec Razelbeck, on traite les sujets de coactivité entre grues mobiles ou même de mâts de pompe à béton avec des grues à tour. Ça, c'est à peu près 30 chantiers en permanence qui sont équipés avec nos systèmes aujourd'hui en France et à l'étranger, parce qu'on a des projets au Danemark, en Allemagne, qui utilisent ces solutions. Et donc on a voilà, nos clients, et donc on a pu discuter avec du coup Philippe Causeret et Florian Nibel, qui travaillent eux sur les travaux spéciaux de fondation et qui avaient des problèmes assez particuliers. Donc on a co-construit des solutions. Je vais donner la parole à Philippe Causeret qui va vous présenter justement le projet et comment ça a été mis en place. Bonjour à tous. Merci. Je vais vous parler du projet du Charles de Gaulle Express Zone F, qui est un ouvrage de débranchement sur la commune de Mitry-Mory. Donc en fait, c'est les futures voies du Charles de Gaulle Express emprunteront les voies du RER existantes jusqu'à Mitry-Mory avant de débrancher vers l'aéroport Charles de Gaulle. Donc l'ouvrage, c'est une trémie, un ouvrage en courbe, dont une part conséquente est située sur le domaine SNCF. Il est réalisé avec deux soutènements en parois moulées, dont la réalisation est extrêmement phasée puisqu'elle se fait au fur et à mesure de la libération des emprises SNCF et du basculement des voies. Lorsqu'on a été attributaire en début 2020, donc c'était avant le Covid, donc il y a eu le Covid, il y a eu 2 arrêts administratifs sur le projet qui ont complètement chamboulé le phasage des travaux. Mais sans changer le planning de libération d'emprise, puisque le basculement des voies sont des opérations préparées par SNCF très très en amont, plusieurs mois, voire plusieurs années au préalable. Donc on a dû s'adapter, et en particulier il y a eu une phase de travaux réalisée à l'été 2021, donc dite opération coup de poing, où les conditions d'exécution étaient différentes de celles prévues au marché. On s'est retrouvé donc à réaliser des travaux de parois moulées à 7 mètres des voies en circulation, comme c'est illustré sur la photo. Pardon, excusez-moi. Pardon, désolé. Hop là. Donc dans ce cas de figure, SNCF habituellement met en place ou prévoit des barrières physiques, des barrières lourdes, donc qui consistent en des profilés avec un blindage qui retiennent physiquement les engins ou le matériel qui est susceptible d'engager le gabarit fonctionnel de la voie. Dans ce cas de figure, le timing ne permettait pas la mise en place de barrières lourdes. Et du coup, au printemps 2021, on a commencé à réfléchir pour trouver une solution de barrière virtuelle. À défaut d'avoir une barrière physique, on souhaitait à minima avoir un système d'alerte pour nos grutiers, pour notre personnel, mais aussi vis-à-vis de notre client, pour rassurer tout le monde
compte tenu de la proximité des voies. Donc après un petit benchmark, on a fait la connaissance de Jean-Philippe Panager et de son système de géolocalisation, donc, qui se compose de, comme on va le voir après, d'un capteur positionné en tête de flèche et qui est repéré géographiquement via le système RTK. Sur une plateforme, donc il est défini une zone d'exclusion qui est représentée sur une tablette qui est positionnée dans la cabine du grutier. Le grutier est informé en temps réel de la position de sa tête de flèche par rapport à la zone interdite par le biais de cet écran tablette, mais également au moyen de signaux sonores qui lui sont envoyés au cas où il s'approche. Donc il y a différents degrés en fonction de la position par rapport à la limite. Voilà, donc en l'occurrence, on avait défini une première limite à 1,10 m, une deuxième à 50 cm, et lorsqu'on atteint la zone d'exclusion, là, il y a une alerte, il y a une alerte continue et une alerte également sur le chantier. L'avantage de ce système, c'est que tout est enregistré sur une plateforme Internet, donc on peut retrouver a posteriori les déplacements de la grue. Donc pour la mise en œuvre pratique, on a fait une session de sensibilisation auprès de nos grutiers. On a fait la configuration donc, de la zone interdite et une vérification sur site en déplaçant à la main le capteur pour bien vérifier que la configuration correspondait à la réalité. Et après, on a démarré les travaux. Alors, j'ai pas précisé, c'est des travaux, donc c'est une opération coup de poing, donc c'est des travaux pendant 4 semaines, c'est du non-stop, 24 heures sur 24, donc y compris des travaux de nuit où on a moins la perception des distances. Donc là, ce système, ça a été, on va dire, un vrai secours, et il n'y a pas eu d'incident. On a déclenché les premières limites. On a atteint les premières limites assez fréquemment, mais on n'est jamais allé jusqu'à on n'a jamais atteint la zone de. On n'a jamais engagé le gabarit ferroviaire. Voilà. Donc je vais à présent laisser la parole à Florian Nibel. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le chantier du rue Saint-Baudile à Gagny, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Donc, l'entreprise Cefi Intrafort, pour laquelle je travaille, a eu en charge ce chantier où on a réalisé, il y a peu de temps, un bassin de rétention des eaux pluviales qui s'inscrit aussi dans le cadre des Jeux Olympiques. Et la particularité de ce site, c'est qu'il y a la présence de lignes très haute tension, 225 000 volts. Nous, la particularité de nos travaux, que ce soit l'entreprise Cefi Intrafort ou FH Fondation, on travaille avec des grosses machines, on vient escaver le sol pour réaliser une paroi moulée en profondeur. Donc là, sur la diapo, on peut voir un plan d'installation de chantier où en rouge, on observe la forme du bassin qui ressemble un peu à un terrain d'athlétisme en rouge. Et nos machines vont s'inscrire et évoluer sous les lignes de 125 000 volts qui du coup nous laissent peu de hauteur pour réaliser nos travaux. Du coup, pour réaliser nos travaux sous ces lignes de 125 000 volts, il a fallu qu'on trouve un chemin de crête entre productivité et sécurité. Donc, autour de ces lignes, il y a un fuseau de 5 mètres de sécurité où aucun engin, aucun humain ne doit pénétrer. Donc avec 442, on a commencé à prendre contact au début de ce chantier pour voir ce qu'il était possible de faire d'un point de vue barriérage virtuel. Donc on avait bien pris connaissance que tout ce qui était barriérage virtuel sur les chantiers précédents, etc., c'était plutôt du vertical ou de l'horizontal. Et on a ensemble innové sur du freeform pour avoir quelque chose vraiment de sur-mesure. Donc sur-mesure à quoi? Sur-mesure à la position exacte des câbles, donc qui sont situés juste au-dessus du chantier. Sur cette image, on voit le bassin en gris. Donc il faut l'imaginer, il s'inscrit dans le sol.
Et au-dessus, il y a 2 lignes à 225 000 volts qui sont à environ 11 mètres d'un côté et 17 mètres de l'autre. Donc en plus, il y avait aussi l'inclinaison de cette ligne qui nous a fait dire qu'il fallait absolument rentrer dans du freeform et dans du 3D pour adapter nos machines. Donc pour information, nos machines font 17 mètres de hauteur, donc il a fallu trouver des concessions. Donc on a réussi, avec 442, à créer toute la base de données de la position des câbles et en intégrant différents fuseaux de sécurité, donc de 5 mètres, plus des fuseaux avec un seuil d'alerte et un seuil d'arrêt. Et juste en dessous, on s'est créé des fuseaux de réglage, donc 5 fuseaux de réglage, où avec notre machine, on rentrait dans cette zone la flèche baissée. Et une fois qu'on était en dessous, on venait remonter notre flèche dans les zones de réglage qui permettaient une mise en place définitive avant de travailler. Et ça, du coup, en chaque point sur l'intégralité du chantier. L'outil qu'on utilise, donc c'est l'outil 442 avec la balise GPS qu'on installe sur les têtes de flèche, donc que ça soit sur notre chantier de Gagny ou sur le chantier FH Fondation, c'est le même capteur, la même tablette. Après, c'est tout le système et les heures passées à travailler avec notre partenaire pour pouvoir faire ce freeform et intégrer. Si vous pouviez juste un petit peu rapprocher le micro, Florian. Pardon, c'est bon. Ouais. La particularité de ce chantier, du coup, a été parfaitement intégrée avec notre partenaire 442. Un petit zoom sur cette diapo sur les différents seuils du coup autour des câbles. Donc on voit ici en point rouge le câble, donc c'est sa position exacte qui ont été relevées par un géomètre. Le premier fuseau marron foncé, donc c'est celui qui correspond à une distance de 5 mètres. Au-delà, on a le premier seuil qui est le plus proche, donc c'est le seuil d'arrêt. En s'éloignant, on trouve le seuil d'alerte. Et après, on voit 5 zones en vert qui sont donc les zones de réglage. Donc toujours sur la tablette, on a l'information visuelle, sonore, et on sait exactement où se situe la tête de flèche de notre machine par rapport à tout ce système. Et c'est comme ça qu'on a réussi à s'implanter en chaque point sur toute la distance du chantier pour vraiment être le plus performant et conserver la sécurité de nos... Juste, on me dit que c'est compliqué à distance, si vous pouviez juste faire attention à parler dans le micro. Oui, pardon. Donc voilà, pour finaliser cette petite présentation, on a aussi créé une petite vidéo souvenir de ce chantier un peu particulier que je vais vous laisser regarder. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer aux questions. De mon côté, j'ai quelques questions. Bien évidemment, vous pourrez aussi rebondir. N'hésitez pas à réagir. Pareil pour ceux qui sont en ligne.
Dans un premier temps, je voulais vous poser ma première question. Ça nécessite toujours un travail d'évangélisation, de pédagogie, surtout quand les enjeux sont aussi élevés pour implémenter une solution de ce type. Est-ce qu'il a fallu convaincre des collègues en interne? Comment s'est passé le tout début du projet pour vous? En fait, ça a été une initiative du chantier pour répondre à, on va dire, une problématique sur le chantier du Charles de Gaulle Express. Enfin, je parle pour le chantier des Fâches Fondations. Donc en fait, c'est venu du chantier et après, enfin, ça a eu l'aval de notre client SNCF et du coup, on a communiqué également en interne chez Fâches Fondations. Voilà. Donc, mais on n'a pas eu à convaincre personne chez nous. Hein. Okay. Voilà. De notre côté, la contrainte du chantier était très claire. C'était la présence des lignes à haute tension juste au-dessus de l'ouvrage à réaliser. Donc il y avait un gros travail de préparation à faire sur ce sujet-là. Et connaissant ce que 442 a pu faire sur les différents chantiers les années précédentes, naturellement on s'est tourné vers eux, on a échangé, on a évoqué un peu la complexité et ce qu'on voulait in fine. Et ensemble, on a travaillé sur ce projet pour le rendre viable. Okay. Du coup, transition toute trouvée, la phase préparation du projet, elle a pris combien de temps? Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, entre ce projet et le vôtre? Je pense, je vais laisser peut-être Jean-Philippe Oui, bien sûr, n'hésitez pas. en témoigner. Ouais, en fait, il y a de l'intelligence collective dans les deux projets. C'est-à-dire que les zones qu'on a définies à 1,10 m pour Charles de Gaulle Express, 50 cm, etc. Il y a des CSPS qui sont impliqués, il y a SNCF, il y a le chantier. Pour prendre ces décisions-là, il y a des tests qui sont faits. Il y a le retour des grutiers aussi, qu'on peut avoir et qui nous a permis à un moment donné de modifier une des zones, par exemple. Parce qu'on estimait que c'était trop, il y avait trop d'alertes pour pas forcément de danger. Donc le travail de préparation, il est le même. En fait, nous, la capacité que le système a, c'est qu'on peut créer les règles de sécurité qu'on veut en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Donc on a toujours ce travail en amont. La particularité sur le chantier de Gagny, c'est que c'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas du tout, la capacité de pouvoir alerter en fonction d'une zone, ce qu'on appelle freeform. Donc en fait, on a créé un BIM au final. C'est du BIM Fondation qu'on a fait. Et on l'a intégré du coup dans notre plateforme. Et ça, c'était important de pouvoir comprendre bien les enjeux de productivité. Donc il y a eu des échanges là-dessus avec le chantier. Et surtout, de pouvoir mettre en place des solutions qui tiennent compte des contraintes techniques, parce qu'il y en a, on n'est pas capable, voilà, c'est pas de la magie non plus. Donc il y a des contraintes techniques qu'il faut accepter, qu'il faut du coup intégrer dans le process, et qui du coup donne suite après à la rédaction de tout un protocole d'utilisation du système sur le site. Mais en général, c'est de l'ordre de 5-6 réunions en amont. Et c'est préparé au moins 1 mois ou 2 mois avant ce type d'opération, avant le début. Vous avez eu des imprévus lors de la phase préparation? Oui. Oui, bien sûr. Comme tout développement, ça nécessite de faire des tests. Voilà, il y a des choses qui étaient peut-être mal anticipées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu s'en rendre compte en amont pendant des phases justement de pré-installation, où on a pu du coup vite comprendre qu'il y avait un problème à ce niveau-là et le corriger pour que l'opération commence en sécurité. Est-ce que vous voulez rebondir, messieurs? Très belle explication. Une petite question par rapport au budget. Est-ce qu'il s'agissait d'un budget national par rapport au groupe, un budget lié à l'innovation, lié au projet? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette dimension-là? Je pense que ça peut intéresser les personnes dans la salle également. Alors concernant le projet de Gagny, c'est un budget qui a été intégré d'office sur le projet, car il fallait faire quelque chose pour, 1, la sécurité, et 2, améliorer notre production, étant donné qu'on est tombé sur des terrains qui étaient encore plus durs que ce qu'on avait imaginé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de dépassement de budget particulier. Ça a été évoqué en phase de préparation, et puis on n'a pas eu de surprise, et c'était prévu au projet. Voilà.
Et vous, Jean-Philippe? En ce qui concerne le Charles de Gaulle Express, ça fait suite à on va dire une modification du projet en cours de route. Donc on a assumé les frais au niveau du chantier, mais c'est également c'est une solution qu'on a vendue à SNCF pour s'affranchir de barrières lourdes qu'on n'aurait pas été en mesure de mettre de toute manière. Et une fois que le projet a été mis en place, comment vous avez procédé à l'évaluation des bénéfices, des résultats sur le plan qualitatif, quantitatif? Alors, le site 442 est très bien fait parce qu'il y a une interface graphique et un archivage de tous les déplacements de grues. Donc c'est assez facile de voir quantitativement combien de fois la grue a atteint telle limite. Ouais. Et c'est aussi un outil d'évaluation des grutiers aussi. Ça permet de voir quel grutier a chatouillé de trop près la limite, et quelle limite en particulier. Donc c'est bien fait. Et vous, Florian? Nous, de notre côté, ça s'est aussi très bien passé. C'est la même interface Internet, aussi bien que l'intégration des alertes sonores et visuelles dans les machines que les opérateurs ont sous les yeux. Nous, comment on a pu mesurer la performance, c'est tout simplement le projet a été un projet réussi. On n'est jamais rentré dans la zone interdite, donc ça, d'un point de vue sécurité, c'est primordial. Et de l'autre côté production, on était conforme à nos prévisions initiales. Et ça s'est déroulé comme sur le papier. Okay. Ça avait l'air difficile au début. Ça a fait peur à pas mal de monde. Et puis, une fois que le chantier s'est lancé, il y a eu beaucoup de formations aussi pour préparer les opérateurs à toute cette logistique autour des câbles. Et in fine, ça s'est vraiment très bien passé. Le chantier a été terminé la semaine dernière, donc dans les temps. Félicitations. Merci. J'ai une dernière question de mon côté, peut-être pas la dernière dans la salle, à savoir le déploiement de la solution pour des projets futurs. Là, il s'agit d'une expérimentation. Est-ce que la solution peut être industrialisée à l'intérieur de vos groupes respectifs? Quelles sont les perspectives d'avenir? Pour notre part, c'est un réel challenge qui a été réussi. Donc ça veut dire que par exemple, dans un futur projet où on aura des contraintes aériennes, on a une solution qui fonctionne et nous pourrons nous inscrire dans la même démarche. Je donne un exemple type pour un projet qui peut se situer sous des lignes on va dire sous des aéroports, etc. Voilà. Donc, c'est une solution qui fonctionne et on en a un très bon retour d'expérience. Et en ce qui concerne les phages de fondation, on a déjà 2 retours d'expérience sur des chantiers de fondation avec 442. Le deuxième étant des lignes à haute tension. Voilà. Super, que de belles perspectives. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Bonjour, Paul Dufil de l'OPP. Sur le chantier à Gagny, si vous n'aviez pas eu la solution 442, comment auriez-vous fait? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, est-ce que vous verriez un risque? Parce qu'on sait très bien que le travail à proximité de réseaux électriques sous tension, c'est un enjeu très quotidien de nos activités, avec un combat un peu historique entre travail hors tension et puis, bien entendu, les gestionnaires de réseau qui n'aiment pas couper. Donc, est-ce que ça porte le risque finalement, ou l'opportunité, selon la façon dont on le voit, de pousser les opérateurs type RTE à couper moins qu'avant en disant mais il y a des solutions qui vous permettent de mettre de la sécurité. Après, une petite question technique pour 442. J'ai un peu de mal à comprendre en quoi la détermination de la freeform, comme vous dites, était une difficulté, parce que bon, c'est pas une forme géométrique très compliquée, donc j'irais mettre ça sur des nuages de points. Moi, ça me semble pas très compliqué, mais ça bien que vous nous disiez un petit mot en plus. Et puis, dernier élément, on est sur des dispositifs d'alerte. Est-ce que vous aviez le sentiment, sur les 2 chantiers, que l'absence de barrière physique aurait pu permettre néanmoins finalement un incident, voire un accident?
avec dépassement des zones d'alerte. Parce qu'effectivement, il ne va pas y avoir arrêt automatique des équipements si jamais il y a une fausse manœuvre qui est enclenchée ou quelque chose comme ça. Alors pour répondre à la première question, du coup, qu'est-ce qu'on aurait fait sans ce dispositif? Concrètement, on aurait mis une machine plus petite et on aurait été moins performant. Et par la taille d'une machine plus petite, on n'aurait pas eu ce risque d'aller accidentellement dans une zone de danger. Et pour le coup, le planning aurait pris un coup. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Et après, il y avait une question sur... au niveau des coupures RTE, donc c'était un réseau qui était en service. Nous, dans notre process, on avait aussi un autre système qui était à côté sur le blocage des hauteurs et de l'orientation des machines, qui se faisait en biais avec l'outil 442, qui nous permettait, une fois qu'on avait réglé la machine, de la bloquer en hauteur. Donc ça veut dire que même avec une erreur humaine, c'était pas possible de lever la flèche plus que ce qu'elle était déjà réglée. Voilà. Donc on a couplé un autre système de blocage numérique. Pour la question technique, quel était le challenge d'intégration de la zone freeform? En fait, nous, notre enjeu, c'est de faire du temps réel. Les calculs, ils ne sont pas sur la machine, ils sont dans le cloud. Et du coup, on s'est retrouvé avec une zone qui est pleine de points, en fait, à faire des calculs plusieurs fois par seconde pour plusieurs machines en même temps. Et ça, c'était un challenge qui était déjà envisageable et envisagé par les équipes depuis un moment, mais qu'on n'avait juste jamais mis en place. Donc le challenge, c'est vraiment de passer d'un mode théorique à un mode pratique avec un enjeu de sécurité énorme derrière, quoi. Donc c'était ça l'enjeu. Merci beaucoup. Si ça vous va, je vous propose de passer à la suite du programme. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci infiniment. Merci. Nous allons